Notre première histoire commence dans la petite ville de Mission, en Colombie-Britannique au Canada. Le paysage se compose de montagnes majestueuses à l'horizon, de forêts denses et verdoyantes à perte de vue, et une petite communauté nichée au cœur de cette nature sauvage. C'est dans ce cadre que vivait la famille Mathers. Le 9 juin 1963, la jeune Alice Mathers, âgée de seulement 12 ans, décida de rendre visite à sa sœur mariée qui habitait à environ 2 km de chez elle. Alice était une enfant joyeuse, pleine de vie, avec des yeux pétillants et un sourire contagieux. Ce jour-là, elle avait emprunté un ustensile de cuisine à sa sœur, probablement un mixeur, car elle avait hâte de rentrer chez elle pour faire de la pâtisserie. Mais Alice n'est jamais rentrée à la maison. Imaginez l'angoisse de ses parents lorsqu'ils ont réalisé que leur petite fille avait disparu. Son père a immédiatement pris sa voiture pour refaire le chemin jusqu'à la maison de sa fille aînée. Pas de traces d'Alice. Les heures passaient, et l'inquiétude se transformait en panique. Bientôt, toute la communauté était mobilisée. Des amis, des voisins, et finalement la police montée royale du Canada se sont joints aux recherches. Pendant des jours, ils ont ratissé les bois au nord de la maison, là où Alice aurait dû passer. Des chiens renifleurs ont été amenés, et c'est là que les choses ont pris une tournure étrange. Les chiens ont suivi la piste d'Alice depuis la maison de sa sœur jusqu'à la route principale, l'autoroute 7. Et là, plus rien, comme si Alice s'était volatilisée. Imaginez le désespoir des parents Mathers. Leur vie avait basculé en un instant. Monsieur Mathers en particulier ne pouvait pas s'arrêter de chercher. Chaque jour après le travail, il partait dans les montagnes, espérant contre toute attente retrouver sa petite fille. Il ne pouvait pas croire qu'elle ait pu être enlevée. Dans son esprit, elle devait s'être perdue dans les montagnes. Il cherchait, encore et encore, incapable d'abandonner. Les jours passaient, puis les semaines. L'espoir s'amenuisait, mais les Mathers ne pouvaient pas abandonner. Et c'est alors que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dans la nuit du 23 juin, Madame Mathers a fait un rêve. Un rêve si vivide, si réel, qu'elle s'est réveillée en sursaut, le cœur battant. Dans son rêve, elle avait vu Alice. Sa petite fille gisait sans vie sur un rocher dans une sorte de ravin ou de fosse. L'image était si claire, si précise, que Madame Mathers ne pouvait pas la chasser de son esprit. Le lendemain matin, elle a raconté son rêve à son mari. « Je ne sais pas où c'est, a-t-elle dit, mais c'est quelque part par ici. Nous devons y aller, nous devons la trouver. » Les Mathers ne connaissaient pas trop la région, mais ils connaissaient quelqu'un qui pourrait les aider. Roy Creighton, un homme qui avait passé toute sa vie dans les environs. Ils lui ont expliqué le rêve de Madame Mathers, et Roy n'a pas hésité une seconde. « Je connais quelques endroits qui pourraient correspondre, a-t-il dit. Ils sont à environ 20 km de chez vous, pas loin de l'autoroute. Allons voir. » Ils ont pris la route, le cœur lourd mais porté par un espoir fragile. À environ 20 km de leur maison, ils sont tombés sur ce qui ressemblait à une immense fosse sur le bord de la route. Une carrière de gravier. Roy est descendu de la voiture et a fait le tour par un passage étroit, pendant que les Mathers prenaient un chemin plus large avec leur voiture. C'est Roy qui l'a trouvé en premier. Dans un recoin de la carrière, loin des regards, gisait un corps. Le visage était méconnaissable, battu au point qu'on ne pouvait pas l'identifier. Mais quand les Mathers sont arrivés, ils ont immédiatement reconnu les vêtements d'Alice et ses nouvelles chaussures qu'elle portait depuis seulement 2 jours. La police a été appelée, la scène de crime sécurisée. Des traces de pneus ont été relevées dans la zone étroite et difficile d'accès. L'enquête a été menée avec professionnalisme et rigueur. La police a fait un excellent travail. Ils ont retrouvé la voiture qui appartenait à un homme de 30 ans. Ils l'ont interrogé, ont fait correspondre les pneus et ont trouvé des preuves médico-légales dans la voiture. L'homme et son jeune frère ont été condamnés. Le propriétaire de la voiture a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à mort en Colombie-Britannique à l'époque. Son frère a été reconnu coupable de viol. L'affaire a fait la une des journaux en Colombie-Britannique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Notre histoire se poursuit dans le Michigan, près de la ville de Romeo, au nord de Détroit. En 1927, sur la ferme de la famille Roberts, vit George Roberts, un jeune homme de 18 ans avec son père Charles. Le 27 septembre 1927,
Tout le monde se lève pour faire ses corvées comme d'habitude. Mais à midi, personne ne trouve Georges. Son père commence à le chercher, vérifie la ferme. Georges manque le déjeuner, ce qui n'arrive jamais. Il manque également le dîner. Charles sait que quelque chose ne va pas. Il demande l'aide des fermes voisines, et il cherche et cherche encore. 4 jours passent, et toujours rien. Georges n'avait jamais été absent aussi longtemps, jamais sans dire où il allait. Charles est épuisé. Il n'a presque pas dormi depuis la disparition de son fils. Le 30 septembre, Charles s'effondre enfin dans son lit, et vers 3h30 du matin, il se réveille en sursaut. Il vient d'avoir un rêve tellement vivide qu'il en a encore des frissons. Dans ce rêve, il a vu Georges. Son fils était dans un grand hôpital à Détroit. Charles passe la journée à y penser, essayant de l'ignorer, de ne pas y attacher trop d'importance. Mais le 1er octobre, la même chose se produit. Charles s'endort, et au milieu de la nuit, il a de nouveau une vision de son fils dans ce grand hôpital de Détroit. Il n'a aucune idée de où cet hôpital pourrait être. Il ne l'a jamais vu auparavant. Mais l'image est claire dans son esprit. Charles hésite encore. Il ne veut pas croire que son fils est à l'hôpital. Après tout, Georges était un garçon en bonne santé. Mais le 3 octobre, un lundi, Charles fait exactement le même rêve pour la 3e nuit consécutive. Cette fois, c'en est trop. Il sait qu'il doit aller à Détroit et trouver cet hôpital. En 1927, les fermiers n'avaient pas de voiture. Mais Charles était déterminé. Le 5 octobre, il arrive à se rendre finalement au plus grand hôpital de Détroit. Dès qu'il le voit, il sait que c'est celui-là. Charles entre dans le hall de l'hôpital et se dirige vers l'accueil. Il explique qu'il cherche son fils. La réceptionniste vérifie le nom, George Roberts, 18 ans, mais il n'y a personne de ce nom enregistré à l'hôpital. La dame dit à Charles qu'elle travaille là depuis des mois et qu'elle ne se souvient pas d'un patient avec ce nom. Puis elle ajoute quelque chose qui glace le sang de Charles. Le seul autre endroit où vous pourriez vérifier est notre morgue. Nous sommes la morgue de la ville pour tout Détroit, et il y a toujours quelqu'un là-bas. Je sais que nous avons beaucoup de corps non identifiés. Imaginez ce que Charles a dû ressentir à ce moment-là. Ce n'était pas la réponse qu'il voulait, mais il savait qu'il devait vérifier. Il descend donc au sous-sol et rencontre un membre du personnel de la morgue. Il explique qui il cherche, et l'homme va vérifier. Une demi-heure plus tard, l'homme revient et dit qu'il n'y a personne sous ce nom. Cependant, il y a une chose. Un jeune homme non identifié d'environ 18 ans, enregistré sur le nom de Kirby. Ce n'est pas le nom du fils de Charles, mais la description physique correspond. Charles demande à l'homme de vérifier les effets personnels de ce jeune homme, pour voir s'il y a quoi que ce soit qui pourrait le relier à la ville de Roméo. L'homme accepte, mais avant de partir, il dit à Charles que ce garçon est arrivé il y a plusieurs jours, avec de graves problèmes d'estomac. Il est mort et l'autopsie a révélé qu'il avait été empoisonné. 30 minutes passent. Charles est là, seul dans cette pièce froide, son esprit tournant dans tous les sens. Enfin, l'homme de la morgue revient. Il tient quelque chose dans sa main. Il s'approche de Charles avec un air solennel. Sans dire un mot, il ouvre sa main. À l'intérieur se trouve un médaillon que Charles avait donné à Georges quand il était petit garçon, avec la photo de Charles à l'intérieur. Charles n'était même pas sûr que Georges le portait encore. C'est un moment de rupture totale. Charles a retrouvé son fils, mais pas dans les conditions qu'il espérait. Il remplit les papiers et dit à Charles de revenir le lendemain pour faire les arrangements nécessaires pour ramener le corps chez lui. Le lendemain matin, Charles revient à l'hôpital, récupère le corps de son fils, le ramène à Roméo et l'enterre au cimetière. Le phénomène des parents qui rêvent de leur enfant décédé est à la fois mystérieux et profondément humain. D'un côté, il nous rappelle la puissance des liens familiaux, des connexions qui semblent transcender la vie et la mort. Ces rêves, qu'ils soient le fruit de notre subconscient ou quelque chose de plus,
témoignent de l'amour inconditionnel et éternel que les parents portent à leurs enfants. D'un autre côté, ces rêves soulèvent des questions troublantes sur la nature de notre réalité. Sont-ils simplement le produit d'esprits tourmentés par le chagrin, cherchant désespérément à comprendre et accepter leur perte? Ou y a-t-il vraiment quelque chose de plus, une forme de communication au-delà de notre compréhension actuelle? Que nous croyons ou non à une explication surnaturelle, ces histoires nous rappellent l'importance de l'empathie et de la compassion. Elles nous montrent à quel point la perte d'un enfant peut être dévastatrice et comment le besoin de réponse et de résolution peut pousser une personne à explorer les limites de ce que nous considérons comme possible. En fin de compte, que ces rêves soient des messages de l'au-delà ou simplement les manifestations d'un amour qui refuse de mourir, ils nous rappellent notre humanité partagée. Ils nous rappellent que nous sommes tous connectés, dans la vie comme dans la mort, par les fils invisibles de l'amour et de la mémoire. Le soleil commençait à décliner sur le Smoky Flat Campground, au sud de Grande Prairie, en Alberta. Jamie Lee, 19 ans, arriva au volant de sa Jeep, accompagné d'une amie. C'était le 3 septembre 2011, et l'excitation était palpable. Fraîchement diplômé et apprenti soudeur, Jamie venait tout juste d'obtenir son permis et sa voiture. Cette soirée marquait une sorte de célébration. Le campement se trouvait sur une île, normalement entourée d'eau, mais la sécheresse de cette année-là permettait d'y accéder en voiture. Jamie retrouva ses 5 colocataires et leurs petites amies. Le groupe d'amis se connaissait depuis l'enfance, et leur complicité était évidente. Rapidement, l'ambiance festive s'installa. Les jeunes gens sortirent les tentes, allumèrent un feu de camp et commencèrent à boire. Les rires résonnaient dans la nuit tombante, se mêlant au crépitement des flammes et au bruissement lointain de la rivière presque asséchée. Pourtant, au fil des heures, quelque chose semblait différent chez Jamie. Lui, d'habitude si jovial et extraverti, paraissait plus renfermé, presque mélancolique. Ses amis remarquèrent qu'il buvait plus que d'habitude, comme s'il cherchait à noyer une préoccupation. Quand ses camarades lui demandèrent ce qui n'allait pas, Jamie marmonna quelque chose à propos de son père et de sa santé. Cela semblait étrange, car plus tôt dans la journée, sa mère lui avait annoncé une bonne nouvelle concernant la transplantation rénale de son père. La nuit avançait et l'alcool coulait à flot. L'inquiétude pour Jamie se dissipa dans la brume de l'ivresse collective. L'aube pointait à peine, une lueur grise perçant à travers les arbres. Il était environ 4h30 du matin le 4 septembre, et la fête battait encore son plein. Soudain, Jamie se leva brusquement, les yeux vitreux, l'air décidé. « Je rentre chez moi », marmonna-t-il, titubant vers sa Jeep. Ses amis, bien que même sous l'emprise de l'alcool, réalisèrent immédiatement le danger. « Jamie, non !» cria l'un d'eux, se précipitant vers lui. Un autre ami bondit dans le siège passager, tentant de raisonner Jamie. « T'es trop bourré, mec, tu peux pas conduire comme ça. » Mais Jamie ne voulait rien entendre. Une lutte s'engagea, les voix s'élevant dans la nuit. Un ami plus costaud finit par agripper Jamie, le tirant hors du véhicule. Dans la bagarre, Jamie heurta violemment sa tête contre le cadre métallique de la portière. Le choc sembla le dégriser momentanément. Il se dégagea, furieux. « Laissez-moi tranquille !» hurla-t-il avant de s'enfoncer dans l'obscurité des bois. Ses amis, habitués à ces sautes d'humeur occasionnelles, ne s'inquiétèrent pas outre mesure. Jamie connaissait ces lieux comme sa poche, ayant campé ici depuis son enfance. Il s'attendait à le voir revenir une fois calmé. Les minutes s'écoulèrent, se transformant en 1 heure, puis 2. À 5h30, l'inquiétude commença à ronger le groupe. La lumière du jour naissant révélait un paysage sauvage et potentiellement dangereux. Des ours et des pumas rôdaient dans la région, bien que rarement agressifs envers les humains. Ils commencèrent à appeler Jamie, leur voix résonnant dans le silence de l'aube. Aucune réponse. La panique s'installa progressivement. Ils se dispersèrent, scrutant les environs, espérant apercevoir la silhouette familière de leur ami. Par un coup du sort incroyable, une équipe spécialisée de recherche et sauvetage arriva sur les lieux à 6 heures pour un entraînement prévu. Informés de la situation, ils se joignirent immédiatement aux recherches, quadrillant méthodiquement la zone. Pendant ce temps, un ami sobre se précipita en ville, espérant trouver Jamie chez lui. La maison était vide. Il alerta le frère de Jamie puis ses parents.
La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans la petite communauté de Grande Prairie. Alors que le soleil montait dans le ciel, éclairant pleinement le paysage accidenté, une vérité glaçante s'imposait. Jamie Lee, 19 ans, avait disparu sans laisser de traces dans la nature sauvage de l'Alberta. Les parents de Jamie arrivèrent sur les lieux, le cœur battant la chamade. L'équipe de recherche et sauvetage déjà en action avait établi un périmètre autour du campement. Le hasard qui les avait amenés là semblait presque providentiel, mais l'inquiétude grandissante éclipsait tout sentiment de soulagement. À peine 1 kilomètre du campement, les premiers indices apparurent. Des cigarettes éparpillées sur le sol poussiéreux de la route attirèrent l'attention des chercheurs. À côté gisait la carte de santé de Jamie. Le cœur de sa mère fit un bond. Elle reconnut immédiatement la marque des cigarettes que son fils fumait. La scène racontait une histoire silencieuse. Jamie, probablement encore en colère et désorienté, avait dû chercher son briquet, réalisant qu'il l'avait laissé dans sa Jeep. Frustré, il avait jeté ses cigarettes et sa carte. Ce geste impulsif correspondait bien à l'état d'esprit d'une personne ivre et contrariée. Les recherches s'intensifièrent autour de cette zone. Les secouristes, rejoints par les amis de Jamie et des volontaires locaux, ratissaient chaque mètre carré de terrain. Le paysage, marqué par des années d'exploitation forestière, était jonché de bois morts, rendant la progression difficile. La rivière, bien que presque à sec, fut également inspectée. Malgré son faible niveau, on ne pouvait écarter aucune possibilité. Les parents de Jamie, le visage crispé par l'angoisse, observaient les allées et venues des équipes, espérant à chaque instant entendre le cri de victoire annonçant que leur fils avait été retrouvé. Mais les heures passaient, et Jamie restait introuvable. Le soleil montait dans le ciel, réchauffant l'air frais du matin, tandis que l'espoir d'une résolution rapide commençait à s'estomper. La disparition de Jamie Lee prenait une tournure de plus en plus mystérieuse. Au fil des jours, la recherche de Jamie prit une ampleur sans précédent. La nouvelle de sa disparition se répandit dans toute la région de Grande Prairie, suscitant un élan de solidarité impressionnant. Chaque jour, pas moins de 200 personnes se mobilisaient pour quadriller la zone. Les méthodes de recherche se diversifièrent. Des équipes à pied arpentaient inlassablement le terrain accidenté, scrutant chaque recoin, chaque fourré. Des cavaliers rejoignirent l'effort, leur hauteur offrant une meilleure visibilité dans les zones denses. Des avions sillonnaient le ciel, leur équipage scrutant le sol à la recherche du moindre indice. Les autorités locales mirent à contribution toutes les ressources disponibles. Les agents de la faune et de la flore, habitués à naviguer dans ces territoires sauvages, apportèrent leur expertise. Les équipes forestières et même les travailleurs des champs pétrolifères voisins se joignirent aux recherches, transformant l'opération en un véritable effort communautaire. Sur la rivière, bien que son niveau soit bas, des équipes en canoë et en kayak patrouillaient sans relâche. Chaque berge, chaque banc de sable était minutieusement inspecté dans l'espoir de trouver un indice, aussi minime soit-il, du passage de Jamie. Cependant, un incident vint jeter une ombre sur ces efforts. L'arrivée d'une unité canine de la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, suscita initialement l'espoir. Les chiens policiers, réputés pour leur flair exceptionnel, pouvaient potentiellement percer le mystère de la disparition de Jamie. Mais à la stupéfaction générale, le maître chien, après avoir brièvement sorti son animal du véhicule, déclara que la zone était trop fréquentée pour permettre une recherche efficace. Cette décision souleva l'indignation parmi les chercheurs et la famille de Jamie. Comment pouvait-on renoncer à un outil aussi précieux ? La mère de Jamie en particulier ne pouvait comprendre qu'on abandonne une piste potentielle aussi facilement. Malgré ce revers, les recherches continuèrent avec une détermination renouvelée. La communauté refusait d'abandonner l'un des siens. Le musée où travaillait la mère de Jamie ferma même ses portes, encourageant ses employés à participer aux recherches. 30 jours passèrent ainsi, dans un mélange d'espoir et de désespoir. Malgré l'ampleur des moyens déployés, aucune nouvelle trace de Jamie n'avait été découverte depuis les cigarettes et la carte de santé. Le mystère de sa disparition s'épaississait, laissant sa famille et ses amis dans une angoisse grandissante. Face à l'échec des recherches officielles, la famille de Jamie se tourna vers des groupes privés de recherche canine. Ces équipes, réputées pour leur expertise, apportèrent un nouvel espoir et des révélations surprenantes. Le premier chien fut amené sur le site du campement, là où Jamie avait été vu pour la dernière fois. Dès le début, son comportement intrigua les observateurs. L'animal suivit une piste à travers le campement,
traversa la rivière presque asséchée, puis s'enfonça dans les bois. Ce qui se passa ensuite stupéfia tout le monde. Le chien s'arrêta au bord d'un arbre, levant la tête et se mit à aboyer vers les branches. Jamais auparavant dans l'histoire des recherches de personnes disparues, on avait vu un chien indiquer une piste menant dans un arbre. Cette découverte bouleversante souleva de nombreuses questions. Jimmy aurait-il grimpé à l'arbre pour une raison quelconque? Le chien reprit ensuite la piste de l'autre côté de l'arbre, menant les chercheurs sur environ 5 km jusqu'à une gravière. Là, au milieu de la carrière, se trouvait un petit monticule. Le chien en fit le tour, puis monta au sommet. C'est là qu'une découverte cruciale fut faite. Sur le sommet du monticule, une empreinte de chaussure était clairement visible. Les chercheurs savaient que Jimmy portait une paire d'Adidas taille 46, un modèle dont seulement 2 exemplaires avaient été vendus dans la région. L'empreinte correspondait parfaitement à ce modèle. Cette découverte électrisa l'équipe de recherche. Pour la première fois depuis des semaines, ils avaient une preuve tangible du passage de Jimmy. Mais elle soulevait aussi de nouvelles questions. Comment Jimmy avait-il parcouru cette distance? Pourquoi s'était-il dirigé vers cette gravière isolée? La piste s'arrêtait là, au bord d'une route relativement fréquentée, laissant les chercheurs face à un nouveau mystère. Que s'était-il passé après que Jimmy eut atteint cette route? Plusieurs semaines après la disparition de Jimmy, une information cruciale émergea, bouleversant le cours de l'enquête. Une bénévole qui tenait un stand d'information sur la route principale rapporta avoir reçu le témoignage d'un camionneur. Ce récit, qui aurait pu être décisif, n'avait étrangement jamais été transmis aux autorités. Selon ce témoignage, un chauffeur de camion de grumes aux cheveux blonds et longs avait affirmé avoir pris en stop un jeune homme correspondant à la description de Jimmy. L'événement se serait produit le lendemain matin de la disparition. Le jeune homme, selon le camionneur, était couvert de sang et semblait désorienté. Le conducteur aurait expliqué au jeune qu'il se dirigeait vers Grande Cache, une ville située à environ 2h30 au sud. Malgré la direction opposée à Grande Prairie, le jeune homme aurait accepté le trajet. Cette révélation tardive provoqua une onde de choc. La mère de Jimmy, déterminée à suivre cette piste, se lança dans une enquête personnelle. Elle parvint à identifier le camion en question et à en prendre des photos. Cependant, ses efforts pour retrouver le propriétaire du véhicule se heurtèrent à un mur. Le camion avait apparemment changé de main peu après la disparition de Jimmy, et le précédent propriétaire semblait introuvable. Frustrée par le manque de réactivité des autorités, la mère de Jimmy multiplia les démarches auprès de la GRC, les suppliant d'approfondir cette piste. Mais à sa grande consternation, les forces de l'ordre ne semblèrent pas accorder beaucoup d'importance à ce témoignage potentiellement crucial. Cette situation souleva de nombreuses questions. Pourquoi l'information n'avait-elle pas été transmise immédiatement? Pourquoi la police semblait-elle si peu intéressée par cette piste? Le camionneur avait-il réellement vu Jimmy? Ou s'agissait-il d'une fausse piste? Le mystère s'épaississait, laissant la famille de Jimmy dans un état d'angoisse et de frustration grandissante. Dans les mois et les années qui suivirent la disparition de Jimmy, une série d'événements inexplicables commença à se produire autour de la famille Lee, ajoutant une dimension troublante à cette affaire déjà mystérieuse. Tout commença durant l'hiver suivant la disparition. Les parents de Jimmy, habitués à utiliser un chauffage d'appoint branché sur l'allume-cigare de leur voiture, furent confrontés à un phénomène étrange. La batterie de leur véhicule se déchargeait régulièrement sans raison apparente. Cela se produisit 6 fois au cours de l'hiver, alors que jamais auparavant ils n'avaient rencontré ce problème. Puis, en décembre, 3 mois après la disparition de Jimmy, sa mère fit une découverte bouleversante. En sortant de son travail au musée, elle remarqua des empreintes dans la neige autour de sa voiture. Ces traces ressemblaient étrangement à celles des chaussures Adidas taille 46 que portait Jimmy le jour de sa disparition. L'analyse d'Adidas confirma plus tard qu'il s'agissait bien du même modèle. Les incidents se multiplièrent. À 2 reprises, des bouquets de marguerites jaunes, les fleurs préférées de Jimmy, furent mystérieusement déposés derrière la porte d'entrée de la maison familiale. Ces fleurs ne poussaient qu'à haute altitude, à plus de 2 heures de route. Une nuit, le frère et le père de Jimmy entendirent du bruit près de la porte de derrière, habituellement laissée déverrouillée. En s'y précipitant,
ils trouvèrent une chaise mouillée, comme si quelqu'un s'y était assis, mais aucune trace d'intrus. L'événement peut-être le plus troublant survint en 2013, lorsque la mère de Jamie trouva sur la table de jardin un petit médaillon en jade, grossièrement sculpté, mais ressemblant étrangement à Jamie. Ces incidents inexpliqués se poursuivirent pendant près de 10 ans, jusqu'en 2021, laissant la famille Lee dans un état de perplexité et d'espoir mêlés. Était-ce Jamie qui essayait de communiquer? Ou quelqu'un d'autre jouait-il un jeu cruel avec leurs émotions? Les années s'écoulèrent, mais la détermination de la mère de Jamie ne faiblit jamais. Inlassablement, elle continua à chercher des réponses, refusant d'abandonner l'espoir de retrouver son fils. Lorsque la police locale prit le relais de la GRC, la mère de Jamie découvrit avec stupeur que les rapports de recherche et de sauvetage n'avaient jamais été transférés. Pire encore, il apparut que l'intégralité du dossier de Jamie n'avait pas été transmise aux nouvelles autorités. Cette négligence bureaucratique ne fit qu'alimenter sa frustration et sa méfiance envers les institutions censées l'aider. Malgré le passage du temps, chaque année, la famille et la GRC recevaient encore 2 à 3 signalements concernant Jamie. Cependant, contrairement à de nombreuses affaires de disparition, aucun témoignage crédible ne faisait état d'une apparition de Jamie quelque part en Alberta. Le mystère demeure entier. Jamie aurait aujourd'hui plus de 30 ans, probablement changé physiquement par rapport au jeune homme de 19 ans qu'il était lors de sa disparition. Malgré le manque d'indices, la famille de Jamie poursuit ses recherches avec acharnement, déterminée à maintenir son souvenir vivant et à découvrir la vérité sur sa disparition.